Le numéro 35 de la JLMB, que je vous présente à nouveau en mode confiné, ne contient que 4 décisions, mais 4 décisions importantes et qui portent d'ailleurs sur des matières assez diverses. Tout d'abord, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 octobre 2009. Il porte sur une législation flamande en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La Flandre avait pris un décret modifiant le contenu de certaines zones d'urbanisation. La question qui était posée était celle de savoir si elle pouvait le faire sans soumettre ce projet à une évaluation des incidences sur l'environnement. En principe, tel n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un programme ou plan au sens de la législation européenne. Et la Cour constitutionnelle va d'abord affirmer qu'en principe, pareille législation échappe à ce processus d'évaluation des incidences, mais en l'occurrence, elle entraînait un tel recul pour certaines zones que la Cour constitutionnelle va estimer que cette évaluation était indispensable. Michel Delnoy examine cet arrêt et en tire l'enseignement d'une façon approfondie. Un autre arrêt, cette fois de la Cour d'appel de Mons, porte sur la matière de la défense sociale. Il est daté du 15 mai 2020. Il s'agissait d'une personne qui avait été placée par une commission de défense sociale dans un établissement de défense sociale, mais question classique, manque de place, donc impossibilité de l'y envoyer. Action menée en référé et la Cour d'appel de Mons condamne l'État belge en précisant qu'elle est bien compétente car il s'agit d'une atteinte à un droit subjectif, qu'il y a urgence même si la situation perdurait depuis un certain nombre de mois, 9 en l'occurrence, que l'on ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, même si bien sûr la décision qui est prise va entraîner des effets irréversibles, mais dans la mesure où la juridiction de fond pourra ultérieurement la contredire, et que, en l'occurrence, il y a bien lieu à condamner l'État à placer cette personne en établissement de défense sociale où elle sera soignée conformément à ses besoins sous peine d'astreinte. Mais il y a aussi 2 autres décisions qui vont intéresser particulièrement les avocats. Tout d'abord, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 septembre 2020 en matière de secret professionnel et de blanchiment de capitaux. Il y a d'abord dans cet arrêt une série de considérants qui sont excessivement importants, car ils prennent position sur la nécessité de la protection du secret professionnel d'une façon, si pas absolue, au moins considérable. Le secret professionnel, on le sait, peut s'effacer lorsqu'il est confronté à une valeur supérieure. Mais il faut qu'il s'agisse vraiment d'une valeur supérieure et primordiale, et que l'exception au secret professionnel soit strictement proportionnée à la nécessité de la protection de l'objectif poursuivi. Dans le cas présent, il s'agissait de 3 dispositions qui concernaient le secret professionnel des avocats. Tout d'abord, la législation souhaitait imposer aux avocats de dénoncer des faits ou des soupçons de blanchiment, plutôt des soupçons de blanchiment, même s'ils étaient parvenus à convaincre leurs clients de renoncer à l'opération envisagée. Il est logique que la Cour constitutionnelle condamne cette disposition. Les arrêts précédents, tant de la Cour constitutionnelle que de la Cour européenne des droits de l'homme, ont posé que l'avocat était tenu au secret professionnel même face à la législation blanchiment lorsqu'il était dans sa mission classique de défense en justice ou d'évaluation de la situation juridique d'un client. À partir du moment où il a été contacté pour évaluer cette situation juridique, il a détecté une opération suspecte, il convainc son client de ne pas l'exécuter. Il est normal que le secret professionnel s'efface. Deuxième disposition critiquée, c'est celle qui permet à certaines entités assujetties à l'obligation de déclarer des soupçons en matière de blanchiment, ou plutôt à certains membres du personnel de ces entités, de dénoncer eux-mêmes un soupçon lorsqu'ils se rendent compte que la procédure normale n'y aboutit pas. Et en ce qui concerne les cabinets d'avocats, la Cour constitutionnelle pose en principe que seul l'avocat qui était consulté peut opérer la déclaration de soupçon, à l'exclusion donc de tout autre membre de son cabinet. C'est aussi un principe très important pour la défense de notre secret professionnel.
Il y avait un troisième moyen qui était invoqué par les avocats, il portait sur le rôle de filtre du bâtonnier. Là, la Cour constitutionnelle considère que les dispositions de la nouvelle loi sont compatibles avec les principes. Le rôle de filtre du bâtonnier consiste à vérifier si l'on se trouve dans les conditions dans lesquelles un avocat doit déclarer le soupçon, c'est-à-dire s'il est en dehors de sa mission de défense en justice ou d'évaluation de la situation juridique de son client. Il ne porte pas sur la question de savoir si le soupçon est suffisamment important pour qu'il soit déclaré, ou si la fraude qui a été détectée est suffisamment importante pour être déclarée. Ça, ce n'est pas le rôle du bâtonnier. Il doit simplement vérifier si on est dans le champ d'application de la loi ou pas. Il y a dans cet arrêt un dernier renseignement. Il y avait aussi un recours contre cette loi qui avait été introduite par l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux, en ce qu'il les assujettissait aux dispositions de la loi, alors que d'autres professions qui pratiquent aussi le conseil fiscal ne le sont pas. On pense précisément aux avocats, en tout cas pas dans la généralité de leur activité. La Cour constitutionnelle rejette le recours de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux en constatant que le législateur, même s'il n'a pas assujetti toutes les professions qui pratiquent le conseil fiscal, pouvait procéder par étapes et il n'a donc pas encouru le reproche d'avoir violé les principes d'égalité qui découlent des articles 10 et 11 de la Constitution. Je signale encore un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2020 qui concerne cette fois un règlement de l'OVB. L'OVB avait décidé à la suite des nouvelles dispositions du Code du droit économique que les avocats qui tomberaient en faillite ou les sociétés qui tomberaient en faillite se verraient automatiquement rayés du tableau, de la liste ou de la liste des avocats étrangers, avec possibilité de demander immédiatement une réinscription, mais ne prenant rang qu'à la date de la nouvelle inscription. La Cour de cassation constate tout d'abord que les ordres disposent d'un large pouvoir d'autonomie en matière de réglementation de la profession. Il est donc légitime pour un ordre de réglementer l'accès au tableau ou le maintien au tableau ou à la liste, bien sûr. Mais en revanche, en prenant cette disposition, on méconnaît les objectifs du Code de droit économique qui s'est posé de façon tout à fait ferme pour la protection du droit à une seconde chance, à un fresh start. Une personne qui est en faillite, évidemment, voit son activité cesser à ce moment-là, mais peut poursuivre cette activité immédiatement en la reprenant, même dans la même branche. Et dès lors, le règlement de l'OVB est annulé. Voilà pour ce numéro, qui est donc un numéro qui porte sur des matières tout à fait diverses et que je vous invite à découvrir.